Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans ce premier podcast, j'aimerais que nous revenions sur les 2 premières séances de TD afin de faire le point ensemble sur ce qu'il faut en retenir. Alors c'est parti. Bon, vous l'aurez compris, ce qui est fondamental, c'est de bien cerner les critères définitionnels de la modernité. Vous l'aurez compris aussi, l'enjeu de ce cours est de cibler les réécritures modernes, et on le verra par la suite, postmodernes des mythes antiques. Et il s'agit plus particulièrement de savoir pourquoi la modernité se tourne vers le mythe antique et comment elle le fait. Quelle est la forme que prennent ces réécritures. Mais pour ça, il faut bien comprendre ce qu'on entend par modernité, et c'est là-dessus que j'aimerais revenir. La modernité, elle est comprise à la fois comme une ère culturelle et comme un moment historique qui prend sa source, rappelez-vous, de la redécouverte du monde grec, de la Renaissance, et qui est alimenté par les Lumières du XVIIIe siècle. Pourquoi redécouverte du monde grec? Car à la chute de Constantinople, on a à nouveau accès aux textes grecs qui avaient été traduits en arabe. On redécouvre alors le principe de la rationalité en tant que principe universel. Autrement dit, chaque être humain serait doué de raison, et par la raison, il serait capable d'être libre. C'est donc un principe universel dans la mesure où chaque être humain en est doté. L'être humain est donc capable de raison. Mais il n'est pas uniquement capable de raison, il est également capable de conscience. Rappelez-vous Descartes, le cogito ergo sum, je pense donc je suis. Je suis capable de me saisir par ma propre conscience. Je suis capable de me prendre comme objet de mes pensées. Je suis capable donc de faire un retour réflexif sur moi-même. Cette rationalité et cette conscience, qui sont les caractéristiques de l'être humain, sont donc les deux piliers d'une nouvelle philosophie, d'une nouvelle épistémologie, qui va placer l'être humain au centre des préoccupations. L'être humain est capable d'être libre, il est capable de s'émanciper de toute forme d'hétéronomie. L'hétéronomie, rappelez-vous, c'est vivre des lois que l'on n'a pas choisies, sous des lois que l'on n'a pas choisies. Il est donc capable de liberté, de s'émanciper de toute forme d'hétéronomie, mais aussi de toute forme d'idiosyncrasie. C'est-à-dire qu'il est capable de se défaire de son conditionnement, inculqué par la famille, par l'école, par la société. L'être humain est donc capable aussi de se gérer lui-même, il est capable d'autonomie, et en ça, il est capable de démocratie. Je n'ai pas besoin qu'on décide à ma place, je peux décider toute seule, parce que je suis un être qui est capable de conscience et de raison. La modernité, c'est donc un humanisme, c'est-à-dire que la modernité place l'être humain au centre des préoccupations, et la modernité place une foi dans le progrès. Autrement dit, l'accumulation de connaissances, mais aussi l'accumulation de techniques, l'accumulation de découvertes scientifiques, donne un sens à l'histoire. L'histoire va quelque part, et ce quelque part, c'est un endroit où on sera plus heureux, car plus libre, plus émancipé. C'est donc une conception théologique de l'histoire que l'on a là, téléologique dans le sens où l'histoire va quelque part, elle a une direction. Et cette direction, c'est celle de la liberté, de l'émancipation, et donc de la félicité, du bonheur. La modernité place une foi presque inébranlable dans la technique, dans le progrès technique, dans le progrès scientifique, et place un vrai culte finalement dans la raison. Cette modernité qui naît globalement au XVIe siècle, qui se renforce considérablement avec les découvertes scientifiques du XVIIe siècle, puis avec les Lumières du XVIIIe siècle, et enfin avec les nouvelles découvertes scientifiques et la révolution industrielle du XIXe siècle,
arrive jusqu'à nos jours. Encore aujourd'hui, on croit, peut-être d'une certaine manière, que la science, que la raison, que le progrès technique, que l'accumulation de connaissances conduisent au progrès, constituent un véritable progrès. Cette nouvelle épistémologie, cette nouvelle ère culturelle, va avoir une influence sur les arts et sur le théâtre. Un certain nombre d'auteurs, qu'on appelle les modernes au XXe siècle, vont se tourner vers le mythe antique, mais nourris par cette nouvelle épistémologie. Et il s'agit alors de voir ce que fait cette nouvelle épistémologie au traitement du mythe antique. Tout d'abord, c'est à la relation des réécritures modernes du mythe antique aux dieux que j'aimerais m'intéresser. À partir des textes que nous avons étudiés, nous avons vu que les dieux avaient été ridiculisés par les modernes. Dans l'Amphitryon 38 de Giraudoux, Jupiter est tourné en ridicule. Ce n'est pas un bon amant, il n'est pas doué pour le sexe, pour l'amour. Et c'est pour ça qu'Alcmène préfère son mari, Amphitryon, au dieu. Dans l'Électre de Giraudoux, Jupiter est un mendiant, il est dépourvu de logique, et ses répliques n'ont pas réellement de sens. D'ailleurs, les dieux, s'ils sont tournés en ridicule, semblent bientôt disparaître. Rappelez-vous, dans Les Mouches de Sartre, Jupiter est défié par Oreste, qui s'affirme comme homme libre, on y reviendra, et Jupiter est appelé à disparaître. Son crépuscule est annoncé. Il va bientôt mourir, car les êtres humains libres, conscients, rationnels, n'ont plus besoin des dieux. Dans La machine infernale de Cocteau, la matrone parle de son fils anarchiste, qui dit que le sphinx est mort, tout comme Dieu est mort selon Nietzsche. Les hommes n'ont plus besoin des dieux pour expliquer le monde, la science semble très bien faire l'affaire. Toujours dans cette réécriture de Cocteau, le sphinx a bon dos. Le sphinx justifie tout, il semble être devenu l'opium du peuple, pour reprendre les termes de Marx. D'ailleurs, dans La machine infernale, le symbole d'Œdipe, qui arrive à répondre à la devinette du sphinx, est fort. Par la logique, par la raison, l'être humain peut vaincre la religion, peut vaincre l'obscurantisme et peut se libérer. Vous l'aurez donc compris, dans les réécritures modernes des mythes antiques, les dieux sont, si ce n'est absents, du moins ridiculisés, moqués, faibles, à l'aune de leur disparition, ce qui évoque la nouvelle place accordée à la métaphysique dans ces sociétés modernes. Le deuxième point que j'aimerais aborder ici concerne la relation des réécritures modernes des mythes antiques au destin. Rappelez-vous, dans la tragédie grecque, la némésis est centrale. Autrement dit, quelqu'un a offensé les dieux et toute sa lignée sera maudite. De génération en génération, les dieux vont s'acharner sur une famille jusqu'à ce qu'il y ait réparation. C'est alors pour ça qu'on parle de destin. J'ai beau tenter de lutter, je ne peux pas lutter contre le destin que les dieux ont prévu pour moi. Je ne peux pas lutter contre cette malédiction qui est celle de ma famille. Or, dans les mythes antiques revisités par la modernité, cette notion de destin semble mise à mal. En effet, le destin est remplacé par le temps, l'histoire, ou par la métathéâtralité. Rappelez-vous, dans l'Antigone d'Anouilh, ce qui fait que les personnages ont un destin, c'est le fait qu'ils jouent
une pièce qui a été écrite par un auteur. Ce sont des acteurs qui jouent un rôle et on ne peut pas changer le rôle tel qu'il a été écrit. C'est donc parce que c'est une pièce de théâtre que les choses se déroulent ainsi, et non pas parce que les dieux en ont décidé ainsi. Comment comprendre alors cette redéfinition du destin dans les réécritures modernes des mythes antiques? Comme je l'ai dit, la modernité est un humanisme, dans le sens où elle place l'individu, l'être humain, au centre de ses préoccupations, et où elle le conçoit comme libre. L'être humain est ontologiquement, essentiellement, naturellement libre pour la modernité, dans la mesure où il est doué de raison et de conscience. Parce qu'on a donc une nouvelle représentation de l'être humain, un être libre qui ne peut pas échapper à sa liberté. Rappelez-vous, pour Sartre, on est condamné à être libre. Eh bien, les réécritures modernes des mythes antiques doivent se défaire de l'idée de destin qui est antinomique avec la conception de la liberté. C'est donc pour cela que Oreste, dans les Mouches de Sartre, va dire à Jupiter qu'il ne fallait pas le créer libre. Rappelez-vous, Jupiter demande à Oreste d'avoir du remords pour son matricide, et Oreste refuse d'en avoir, car ce matricide n'était rien d'autre qu'une décision prise, qu'un acte libre pris en pleine conscience. Pourquoi donc avoir du remords quand on a pesé le pour et le contre et qu'on a pris une décision? Ici, on a un Oreste qui incarne totalement les valeurs de la modernité et de l'existentialisme sartrien. On a un Oreste qui est libre, qui refuse l'idée d'un destin. S'il agit, ce n'est pas parce que les dieux l'ont décidé, c'est parce que lui, en tant qu'être libre, l'a décidé. Or, et c'est une question légitime, pourquoi donc se tourner vers le mythe antique, puisque le mythe antique accorde une place prépondérante tant aux dieux qu'à la némésis et au destin? Il semblerait d'une part que ce soit l'écart entre la mythologie grecque, connue du public, et sa réécriture, qui permettent d'affirmer cette nouvelle épistémologie, cette nouvelle conception de l'être humain. C'est cet écart qui permet de prendre conscience de cette nouvelle représentation de l'être humain qui est alors en circulation. D'autre part, on l'a dit, on l'a vu, le théâtre grec est fondamentalement lié à la question de la démocratie et du politique. Chacune des étapes du théâtre grec est empreinte d'une certaine politicité. Autrement dit, on rejoue la démocratie et on renforce la démocratie à l'intérieur même de la construction du théâtre et notamment de la tragédie. Or, la démocratie est liée à une conception de l'être humain en tant qu'être libre. Parce que je suis doué de raison, je suis capable de prendre mes décisions et de prendre des décisions pour la collectivité à laquelle j'appartiens. Et parce que je suis un être doué de raison et doué de conscience, je peux m'auto-gouverner, et c'est la base même du système démocratique. Ce n'est pas alors si antinomique d'aller chercher à la modernité que d'aller chercher le mythe antique. Il s'agit juste de le réajuster pour qu'il corresponde parfaitement aux nouvelles valeurs de la modernité.